la présentation sur le podcast. Là, ce que je viens de faire, c'est simplement de dire à toute l'infrastructure d'acquisition, ça y est, enregistre. Prends tout ce qu'il y a sur mon écran. Alors, je vais aller chercher ma présentation et on va la lancer. Donc, on va parler de podcast. Le terme français qui s'approche le plus de podcast, c'est balade de diffusion. C'est un terme qui a été ramené par les Québécois. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'est-ce que c'est exactement, quelle est la définition du podcast. Le but, en fait, c'est d'essayer de vouloir diffuser des contenus riches, audio ou vidéo. Pour qui? On verra, les enseignants, les étudiants. Et comment on est arrivé à ce déploiement à l'UHA? Quel a été le contexte? Suite à quoi? Quelque chose qui a été déterminant, c'est une journée organisée par le ministère et la SDTIS au début de l'année, donc qualité Cyril Petitjean. Et une deuxième chose, c'est une visite qu'on a pu effectuer à Lyon 2, qui est un établissement de sciences humaines et qui est complètement à la pointe de ce qui se fait enfin à mon sens, au niveau TIC, au niveau TIS, au niveau français. On parlera un petit peu à la fin des contraintes que ça impose, l'infrastructure qui a été installée ici, et la FST. Alors, définition du podcasting, ça vient de la concaténation de deux mots. Concaténation, mot informatique, contraction de deux mots, broadcast, diffusion, pod, console, iPod, une console pour se balader particulière. Pour faire quoi? Pour essayer de produire, d'enregistrer et de diffuser surtout des contenus riches, des contenus audio, des contenus vidéo. Deux notions extrêmement importantes dans le podcasting, et j'insiste sur ces deux notions parce qu'il y a plein de monde qui prétend faire du podcasting, ULP multimédia en l'occurrence, mais ils n'en font pas. Le podcasting, la première notion extrêmement importante, l'abonnement. Exactement comme si vous voulez vous abonner à une revue, un journal ou à une revue, à un moment donné, vous allez avoir une manipulation qui va être de remplir un coupon pour dire envoyez-moi ça régulièrement, ça m'intéresse. Là, c'est pareil. Deuxième notion extrêmement importante, la consultation nomade. Nomade, mot à la mode aussi actuellement au ministère de l'Éducation nationale. On n'est pas attaché à un lieu particulier pour la consultation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, nomadisme, on n'est plus attaché à notre maison, on n'est pas attaché à une machine particulière. A priori, on peut consulter et on peut avoir accès aux médias n'importe où, dans le train, sur le vélo. C'est vraiment une particularité du nomadisme. Je vous expliquerai après par opposition à quoi. Donc l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir écouter, pouvoir voir quelque chose, pouvoir voir ce que je veux, où je veux, quand je veux et comme je veux. Et j'insiste aussi là-dessus, c'est-à-dire je ne vais pas me cacher derrière tel type de machine, tel type de lecteur. Là, on a deux lecteurs de marques différentes. Ça fonctionne sur les deux. Alors, qu'est-ce que n'est pas le podcast? Ce n'est pas la diffusion en ligne. YouTube, ce n'est pas du podcasting. La VOD, bon, YouTube, c'est de la VOD. La VOD, style Canal Play, ce n'est pas du podcasting. Quand on parle de streaming aussi, de diffusion de médias en direct et en flux tendu, ce n'est pas du podcasting. Dans tous ces exemples, c'est le client qui va chercher le média qu'il veut consulter. À un moment donné, je vais sur une page pour dire « je veux voir ceci ». Ce n'est pas du podcast. Le podcast, ce n'est pas un client qui consulte un serveur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une démarche, à un moment donné, d'une requête avec quelque chose qui revient, qui arrive sur votre écran. L'information arrive a priori tout seul chez vous. Le podcast, c'est un client qui est mis automatiquement à jour. Après, naturellement, c'est être abonné. Vous ne pouvez pas être abonné à recevoir une revue chez vous si à un moment donné, vous n'avez pas fait « coucou, j'aimerais la recevoir ». Donc, dans ce cas-là, le client est tranquillement chez lui,
et il y a des informations qui arrivent sur sa machine à l'aide de technologies qui s'appellent des flux RSS. Bon, c'est des choses, des considérations techniques dans lesquelles on va pas rentrer. Donc votre média arrive automatiquement dans votre machine, comme votre revue dans votre boîte à lettres. Le podcast, c'est un client qui peut avoir accès à son abonnement n'importe où, je me répète un petit peu, et ensuite pouvoir transférer ce média sur un baladeur, et puis a priori le regarder où bon lui semble. Sur la plage également. Pour qui? Pour l'étudiant, ça peut être un complément à la prise de notes. Ça lui donne la possibilité de revoir un moment choisi utile de la présentation qu'il n'a pas vu. Ça lui permet de ne pas assister à un cours et de le regarder par après. C'est l'aspect qui ne plaît pas tellement aux enseignants. Pour l'enseignant, il y a un côté quand même qui est extrêmement important. C'est l'aspect acteur plus que spectateur de plus en plus. C'est-à-dire que c'est l'enseignant qui va diffuser ce qu'il fait. Parce que de plus en plus, il s'avère que des cours sont pris de manière un petit peu pirate par les étudiants et sont diffusés de manière un peu pirate, enfin, comme ils peuvent, hein, on y va, par les étudiants. Et l'enseignant n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas se dire, si déjà il va se passer quelque chose, autant que ce soit moi qui domine le processus. Évolution des pratiques, bon, de grosses manières en fait, d'utiliser les podcasts suite à notre visite à Lyon. Le complément de cours présentiel, comme on est en train de faire maintenant, ou alors des enseignants un peu plus aguerris aux technologies qui préfèrent préparer un podcast à l'avance, le mettre en ligne et attendre du moment de cours en présentiel pour passer à autre chose, pour avoir plus d'interaction avec les étudiants. Troisième partie qui peut être intéressée, c'est l'établissement. Bon, se démarquer. Quand on a installé la solution au début février, on était la sixième fac de France à faire du podcasting. Là, on est à peu près 30 à l'heure actuelle. Et pour la petite histoire, la personne qui est venue installer tout ceci à l'UHA partait la semaine suivante installer la même solution à Oxford. Donc, on a eu le podcasting avant Oxford, ce qui est quand même relativement remarquable. Donc, pour l'établissement, possibilité de diffuser également des informations d'actualité, pourquoi pas, des informations pour valoriser, par exemple pour la partie recherche également. Nous, à l'ENSISA, on a complètement podcasté un colloque qui avait eu lieu au mois de mai ou quelque chose comme ça, qui est en ligne actuellement sur le site. Donc l'intérêt, enfin moi celui que je vois surtout par rapport à vous, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un processus que vous contrôlez entièrement. Par rapport au flux de travail que ça engendre, parce qu'actuellement, tout ce qu'il y a ici, a priori, est en train d'être capté, d'être emmagasiné, et puis a priori va être en ligne d'ici à peu près un quart d'heure, 20 minutes sur le serveur du CRI. Comment ça se passe exactement? On a une partie donc création, c'est-à-dire prendre des informations ici dans l'amphithéâtre actuellement. On a une partie publication, c'est-à-dire qu'il va falloir envoyer tout ça vers tout un système de stockage. On aura une partie après qui va gérer les abonnements avec un certain nombre de technologies qui vont être mises en œuvre. Et on a une partie consultation par l'étudiant. Concrètement, comment ça se passe? Toute la partie création-publication se passe ici, dans l'amphi. On a un système derrière en régie qui est en train de prendre en temps réel et en flux tendu les images qui sont envoyées sur le vidéoprojecteur. Tout ce qui passe sur le vidéoprojecteur est actuellement podcasté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sors de ma présentation pour aller ailleurs, voir une autre application, tout sera dans le podcast. Je ne suis pas attaché à l'application. Je ne suis pas attaché à Keynote ou à PowerPoint. OK? Actuellement, ce qui est numérisé et ce qui sera mis dans le document diffusé, c'est tout ce qui passe sur le vidéoprojecteur. Donc à partir de ce moment-là, si je quitte ma présentation, le vidéoprojecteur va retranscrire exactement ce que je fais. Donc je peux très bien quitter ma présentation
aller ailleurs, là je suis sur un navigateur, tout ceci sera dans le document qui sera mis en ligne. Donc si j'ai à faire une démonstration, je vous montrerai tout à l'heure des cours mis en ligne par M. Broglie à la FST. À un moment donné, il avait besoin de montrer des éléments de modélisation 3D. Mais rien l'empêche de quitter sa présentation qu'il faisait sous PowerPoint, d'aller dans son modèle 3D et de présenter des modèles 3D de certaines molécules. Donc il n'y a pas possibilité à un moment donné, par, je ne sais pas si c'est quel système de prise des images, il n'y a pas moyen aussi de vous voir vous, en situation de répondre à une question, etc. Pas dans un premier temps. On a voulu mettre l'accent sur les slides et sur la partie audio. Le fait de rajouter la personne, on trouvait que c'était secondaire dans un premier temps. Je ne pense pas que ça présente un intérêt. Ça serait faisable. Que, je vous montrerai tout à l'heure que là, on va communiquer entre plusieurs appareils. Rien n'empêcherait d'avoir une caméra, de récupérer le flux vidéo de la caméra. À partir du moment où tout ce qui passe sur le vidéoprojecteur est balancé dans le podcast, il n'y a pas de limite. Donc première partie, une partie de ce qu'on appelle un agent d'acquisition qui se trouve ici dans l'amphi. Une autre partie qui est le système, le serveur de diffusion et de stockage qui se trouve en bas au CRI. Et la dernière partie pour la partie abonnement et consultation qui se fait absolument n'importe où. Pour choisir une solution, on s'était fixé quand même trois impératifs. Le premier, c'est l'interopérabilité. Dire ne pas être tributaire d'un OS. Moi, j'ai un Mac. Ah, il n'est pas rebranché sur l'autre. Bon, on a un tablette PC ici. Il n'y a strictement aucun problème. À partir du moment où le tablette PC se retrouve sur le vidéoprojecteur, la séquence partirait dans le podcast. Donc, ne pas être attaché à une machine, à un système. Ne pas être attaché à une plateforme multimédia également. C'est vrai que ça s'appuie fortement sur quelque chose qui s'appelle QuickTime, mais il n'est pas nécessaire d'avoir QuickTime pour regarder un podcast. L'enseignant n'est pas obligé d'utiliser une machine dédiée pour générer son podcast. C'est extrêmement important à mon sens pour pouvoir attirer des non-techniciens. Si on doit demander à l'enseignant de devoir installer telle ou telle chose, je dirais c'est déjà presque perdu. Côté étudiant, l'étudiant n'est pas obligé d'utiliser une application particulière et un lecteur particulier pour consulter le podcast. Bon, il s'avère que 70% du marché est occupé par ce genre d'engin. Vous pouvez prendre ce genre d'engin, ça fonctionnera aussi. Bon, je vous l'avoue, c'est moins simple, mais ça le fait. Ça, non. Sébastien, je lui ai demandé de me préparer le Creative avec le podcast dessus. Bon, il ne s'est pas énervé, mais bon, mais ça, on ne va pas délirer là-dessus. Deuxième impératif, la transparence. Et principalement pour l'enseignant. L'enseignant garde sa machine. Moi, je suis venu, j'ai ma machine. La seule contrainte que j'avais, connecter au vidéoprojecteur, prendre le micro, parce que c'est quand même relativement intéressant d'avoir le son dans le cas du podcast, avoir une liaison ici, Wi-Fi, pour me connecter au système pour lancer l'acquisition, et c'est tout. Je me répète un petit peu, l'enseignant utilise l'application de son choix, PowerPoint, Keynote, ce qu'il veut, c'est pas important. Donc aucune installation spécifique chez le client, ici. Aucune intervention que celle de l'enseignant. A priori, l'enseignant conserve ses habitudes de travail. On va lui demander juste une chose supplémentaire, en plus de se connecter au vidéoprojecteur, la chose qu'il faisait déjà avant, c'est de se connecter au réseau. L'enseignant maîtrise la diffusion. C'est lui qui dit, à partir de maintenant, j'enregistre, à partir de maintenant, je m'arrête. Si je veux faire une pause dans ma présentation, je peux aller sur la page qui gère le podcasting et lui dire, maintenant, on va faire une pause, on va partir prendre un café ou je ne sais quoi. Et comme dans le cas de Moodle, c'est l'enseignant qui gère à qui il diffuse.
C'est-à-dire, on verra tout à l'heure sur le blog de podcasting de l'UHA, il y a certains blogs qui sont inaccessibles. L'enseignant a décidé de mettre un mot de passe parce qu'il n'a pas envie que tout le monde aille voir ce qu'il fait. Il le dédie qu'à un certain groupe. Ouais, juste une question. Du coup, au début, tu as dit que ce n'est pas du podcast si on va chercher en ligne. Là, c'est en ligne. C'est pas une commande, c'est pas comme une revue. Oui, mais pour aller t'abonner, tu es obligé d'aller sur mon blog. Tu verras, je te montre après. Tu es obligé de venir t'abonner sur mon blog. Moi, j'ai fait un blog Gilbert Pinault. Pour aller s'abonner à ce que je mets dans mon blog, je peux mettre un mot de passe. Donc, si je ne veux pas que tu viennes t'abonner, tu ne t'abonneras pas à mon cours. Le troisième impératif qu'on s'était fixé, c'était la simplicité, surtout la simplicité de mise en œuvre, parce qu'on manque énormément de moyens humains. Donc tout ce qui était faire du post-traitement, des genres de choses, il fallait laisser tomber parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc il y a l'aspect de la simplicité pour l'enseignant, j'ai bien insisté dessus jusqu'à présent, l'aspect connexion, chargement de la page, renseignement du cours, lancement de l'acquisition, arrêt de l'acquisition, etc. Mais c'est surtout cet aspect-là qui nous a intéressés dans la solution, parce qu'elle a un traitement complètement automatique. C'est-à-dire, à partir du moment où je vais faire stop tout à l'heure, c'est fini. Un quart d'heure après, 20 minutes après, suivant la taille du média, c'est en ligne. Donc, en résumé, au niveau production, n'importe quelle machine, n'importe quel OS, tout ce qui passe à l'écran est enregistré, c'est ce qu'il faut retenir. Au niveau consultation, n'importe quelle machine, n'importe quel OS, n'importe quel agrégateur de flux, un agrégateur de flux, c'est une application qui vous permet de recevoir des médias auxquels vous êtes abonné, du style iTunes, mais il y en a d'autres, et n'importe quel baladeur. Alors, questions qui fréquentes qui sont posées. Est-ce que c'est gros un document en podcast? Par exemple, la démo de Nicole de tout à l'heure fait 66 mégas pour 27 minutes, quelque chose comme ça, en haute qualité. Il y a moyen de gagner d'un facteur 2 à peu près pour pouvoir le transmettre. Le podcast, c'est stocké où? J'en ai déjà un petit peu parlé. À partir du moment où vous êtes abonné, c'est stocké sur votre machine. À partir du moment où vous connectez votre baladeur sur votre machine, si vous avez synchronisé correctement votre baladeur, il va être automatiquement mis à jour sur votre baladeur. Est-ce que c'est réservé qu'aux iPods? J'ai répondu aussi tout à l'heure, non, on peut le regarder sur un autre type de baladeur. Est-ce que c'est réservé qu'au haut débit? Oui, à partir du moment où on commence à parler de... Pardon? Pardon? Sur n'importe quel PC ou maintenant? Mais bien sûr. Parce que moi, les baladeurs. Je parle de baladeur de l'engin final qui me permet d'être nomade. C'est ça le but quand même. En fait, par exemple, un étudiant qui n'aurait pas la dernière version ou son iPod, il peut tout à fait regarder ça. Enfin, si ça marche comme sur iPod. Oui, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est réservé qu'au débit? À partir du moment où on commence à parler de quelques dizaines de mégaoctets à transmettre, oui, quand même, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Le site sur lequel vous pouvez voir des choses s'appelle w3.e-diffusion.uha.fr. Alors on va aller voir tout ça. Là, je me trouve sur le site en question. J'avais lancé un enregistrement tout à l'heure, je vais aller l'arrêter.